Europe 1, 6h45, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1, le kiosque avec ses plumes aux petits yeux ce matin. Bah oui, il y a eu débat pour tout le monde. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international, Eva Roque devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Bon alors en guise de débat, vos journaux ont surtout vu un match de boxe hier soir. Du coup, la plupart reprennent un vocabulaire que ne renierait pas l'équipe. Ça donne par exemple coup pour coup en une de 20 minutes. Macron tient le choc et s'impose face à Le Pen, titre Le Figaro, à l'issue d'un débat qui a viré, écrit le journal, au pugilat. La bataille a bien eu lieu, constate CNews. Jamais un débat n'avait été aussi vif, note également Aujourd'hui en France, pour qui c'était le fond contre la forme. Il n'y eut même pas une seconde de courtoisie ou tout simplement de politesse. D'entrée de jeu, Marine Le Pen a ouvert les hostilités, attrapant son adversaire par le callback. Emmanuel Macron répondant avec la même hargne. Libération cogne à son tour avec ce titre basse du front. D'agressions en invectives démagogiques, la candidate d'extrême droite aura plombé l'échange, obligeant souvent Emmanuel Macron à rester sur la défensive. Du coup, en jetant un œil à l'équipe, une classe d'écart, on pourrait penser que le quotidien sportif nous parle lui aussi du débat, mais non, une classe d'écart, il s'agit bien de l'autre match de la soirée, celui perdu par Monaco 2-0 face à la Juve en Ligue des Champions. De la politique, vous en trouverez encore en une de La Croix, les catholiques face au vote, de l'Opinion qui titre Front anti-FN en miettes, ça craque de partout. L'Opinion qui se dévoile de voir les économistes qui s'étripent, les partis qui se divisent, les intellectuels qui délirent, l'Église catholique qui s'empêtre, les syndicats qui esquivent, des fractures qui seront difficiles à réduire. On tiendra également cet article dans 20 minutes. En banlieue, l'élection, c'est morose. Article qui raconte le désarroi de ses habitants. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont dit sur les banlieues hier soir ? Ah oui, c'est ça, rien du tout. C'est ça. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Et c'est pas une métaphore sportive qu'a choisi l'Union ce matin pour revenir sur le débat, mais une métaphore domestique, disons, pour ce face-à-face qualifié de scène de ménage. Une vieille affaire qui ressurgit à la une de La Voix du Nord, celle des noyés de la Deule. 5 hommes retrouvés morts noyés en 2010-2011 dans cette rivière qui traverse l'île. Jusque-là, la justice avait conclu à des accidents sur fond de soirées arrosées, mais la piste criminelle est désormais privilégiée. 3 suspects ont été mis en examen, dont une figure locale de l'ultra-droite. Et puis le rêve s'éloigne et Monaco Matin rebaptise le club du Rocher après la défaite contre la Juventus Turin. C'est désormais Monaco. Pas mal, Monaco Matin, Monaco. L'histoire du jour, Marion, nous ramène à l'élection, mais non pas avec un regard politique, mais un regard scientifique. Qu'est-ce qui détermine le choix des électeurs ? C'est à cette question que s'intéresse ce matin Presse Océan avec plusieurs spécialistes. D'abord un neurologue du CHU de Nantes, pour qui l'émotion joue souvent plus que la raison. Gestuelle, intonation de la voix du candidat ou même sa façon de s'habiller. En gros, on fera plus confiance à quelqu'un qui nous ressemble. Avec même cette comparaison étonnante du spécialiste, je cite, « Quand je vois un serpent, je m'immobilise par réflexe alors que je n'ai pas encore pris conscience du danger. » Eh bien, dans une élection, assure-t-il, c'est similaire, le réflexe est mécanique, bien plus que rationnel. Reste à savoir qui est le serpent. Et Presse Océan donne aussi la parole à une chercheuse de Nantes qui travaille sur l'influence des réseaux sociaux dans la campagne, aussi essentielle que limitée apparemment. À peine 1 Français sur 5 dit recevoir ses infos politiques via Facebook et à peine 5% sur Twitter. C'est là qu'il faut que nous, journalistes, on fasse attention à ce miroir déformant que sont les réseaux sociaux. Un coup d'œil ce matin à la presse italienne. On parle d'Italie, vous êtes sûr, alors qu'on a pris 2-0 hier ? Bon, ok, Sophie Larmoyer. La presse italienne qui s'émeut du sort réservé à Sole Muntari. C'est un joueur ghanéen de Pescara, en Italie donc. Et c'est en quelque sorte la double peine pour ce joueur. Alors, petit résumé des épisodes précédents. Pour ceux qui ne suivent pas le championnat italien, chaque semaine, ça peut arriver. C'était dimanche, match entre Pescara donc et Cagliari, 2 équipes de Série A. Sole Muntari est alors la cible de cris racistes venus des tribunes. Il essaye de parler aux supporters, donne même son maillot à un enfant dans le groupe, mais ça continue. Le milieu de terrain demande à l'arbitre d'intervenir et devant ces protestations, l'arbitre lui adresse un carton jaune. Muntari espérait plutôt du soutien, une interruption de jeu par exemple pour couper court aux insultes. Finalement, le joueur quitte le terrain en disant stop, basta et en montrant son bras aux supporters en disant c'est ma couleur. Et devant son départ, l'arbitre lui inflige un second carton jaune. Bon, et pour couronner le tout, il a été à nouveau sanctionné par l'instance disciplinaire de la Ligue italienne mardi soir. Là, ça devient fort de café. Un match de suspension pour comportement non réglementaire et rien pour le club de
Cagliari dont les supporters ont créé l'incident parce que selon le juge du sport, il n'était qu'une dizaine. Les journaux italiens s'en émeuvent. Les racistes s'en tirent la victime du racisme non, titre la Repubblica. Même l'ONU se range aux côtés de Muntari, souligne la Stampa, allusion au commissaire aux droits de l'homme qui en début de semaine a cité la réaction du joueur ghanéen comme un exemple de lutte contre le racisme. Le racisme, c'est un vrai problème dans le foot italien. C'est vrai, mais après ça, interroge la Gazzetta dello Sport, que dire aux Italiens qui portent des t-shirts Stop au racisme et qui organisent des séminaires dans les écoles en utilisant l'image de Mohamed Ali? Dans cette affaire, le règlement a été respecté à la lettre, mais il manque une clause de bon sens, estime le quotidien sportif, quand la Repubblica dénonce le paradoxe d'un système qui, depuis longtemps, a abaissé la garde dans la lutte contre les discriminations. Il y a Balotelli qui joue maintenant à Nice, qui a beaucoup souffert de racisme quand il jouait dans son pays, en Italie. On va regarder la télé ce soir, parce qu'on l'a pas assez regardé hier soir, Eva Rock. C'est donc complément d'enquête présenté par Nicolas Poincaré sur France 2 à 23h05. Oui, et on va reparler de réseaux sociaux parce que parmi les sujets du soir, vous allez découvrir le portrait d'un jeune homme de 26 ans. Il s'appelle Jérôme Jarre. Et en mars dernier, alerté par la famine en Somalie, il a lancé cet appel sur Twitter. Et si on trouvait un avion et qu'on le remplissait de nourriture, qu'on le remplissait d'eau et qu'on l'envoyait là-bas en Somalie? Sur place, je connais des gens qui pourront s'occuper de la nourriture et de l'eau et de la distribuer aux bonnes personnes. Alors ça paraît un peu utopique, sauf que le garçon, il a 1 300 000 abonnés sur le réseau social. Résultat, en moins de 2 heures, il a un avion, en 8 jours, 2 millions de dollars, et on le retrouve sur place où il va s'assurer que les tonnes de nourriture sont bien distribuées avec l'aide d'une ONG américaine, un humanitaire 2.0. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont ces êtres humains qui veulent aider le font ensemble, et du coup sont plus puissants. Et ça, c'est seulement possible grâce aux réseaux sociaux. Alors ce jeune homme, qui est né à Albertville, il a gagné beaucoup d'argent en faisant des petites vidéos très amusantes qui ont été disséminées partout sur la planète et notamment aux États-Unis. Et puis il a fait aussi de la publicité pour des marques sur Internet. Il a gagné beaucoup d'argent et puis il y a quelques temps, il a totalement disparu des radars. Dom Fan, qui est le patron de Vine, qui est un réseau social de vidéos, raconte ce qui s'est passé. Il s'est posé ces questions et il s'est demandé, est-ce que c'est ça que je veux? Être un représentant publicitaire? Est-ce que je veux être quelqu'un qui va aider des marques à vendre des boissons sucrées aux enfants, ou des voitures qui marchent au gaz, être juste la voix d'une entreprise commerciale? Il s'est dit que tout ça n'était pas pour lui. Et donc, résultat, depuis, Jérôme Jarre utilise uniquement sa notoriété pour des opérations humanitaires. Alors, du côté des associations, beaucoup applaudissent la volonté du jeune homme, tout en émettant des réserves, parce que ce type d'opération mobilise énormément les donateurs, mais ne les fidélise pas. En tout cas, sait qu'il faut cibler à chaque fois ce qu'on donne en fonction des besoins, et ça, on ne le connaît pas forcément en amont. Exactement, ça a le mérite d'exister. Moi, je croyais voir le portrait d'un jeune youtubeur un peu bling-bling, roi du buzz, et sincèrement, j'ai découvert un garçon doté d'une bienveillance communicative. Et ben, ça faisait du bien aussi de regarder ça. Et ben voilà, c'est ce soir à 23h05. Complément d'enquête avec Nicolas Poincaré. Tiens, un petit pari sur les audiences pour le débat d'hier soir. Alors, je me suis posé la question. En additionnant tout. On peut arriver aux 20 millions. 20 millions? Ouais. Moi, c'est elle la spécialiste. D'accord, Marie. Moi, je t'en suis, Eva Rock. 17 230 000. Oh, 17 230. C'est Thomas Joubert qui nous donnera la réponse tout à l'heure dans le journal de 9h, juste avant le grand direct des médias. Merci les kiosquières.